Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Je suis ravi de vous retrouver. Comme chaque jour, bien sûr, vous pouvez nous suivre à la télévision, également sur Internet, experttele.fr, sur les applications iPhone et sur notre web radio dédiée, expertradio.fr. Des conseils de spécialistes, d'experts chaque jour et une nouvelle émission, Expert VIP, avec des invités qui sont des professionnels référents dans leur domaine, des professionnels qui ont réussi dans l'immobilier, dans le droit, dans la médecine, dans les affaires. Et nous avons donc leur éclairage et on en fait un peu connaissance avec eux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Vimon, qui est le PDG de Century 21. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur Expert. Avec vous, on va parler un petit peu déjà de votre parcours, de votre métier, ça nous intéresse. Et puis, on va dire bien sûr un mot, parce que ça intéresse ceux qui nous regardent, du marché de l'immobilier. Qui mieux que vous pour parler aujourd'hui du prix du marché, l'évolution, parce que beaucoup de gens se posent la question, faut-il acheter maintenant, oui ou non? Mais on va en parler dans un instant. D'abord, j'aimerais vous présenter, vous êtes un autodidacte. Oui. J'ai vu sur Internet, vous m'arrêtez si c'est faux, vous étiez maître nageur au départ avec Philippe Lucas, qu'on connaît bien. Comment ça a démarré? C'est vrai ça? Vous êtes fort en sport et en nage? J'étais. Vous étiez? Plus maintenant? Pour paraître et avoir été. Non, mais j'ai effectivement été et basketteur et nageur. Et puis je me suis orienté vers un diplôme de maître nageur sauveteur. Et j'ai exercé pendant 3 ans à la piscine de Melun avec Philippe, effectivement. Voilà. Ouais. Vous êtes toujours ces nouvelles? Vous êtes en contact avec lui? Oui, je trop, suis ses exploits régulièrement, mais on ne se voit pas trop souvent. D'accord. Alors l'immobilier est venu dans un second temps. Vous avez un peu, on va dire, gravi tous les échelons, en commençant comme commercial à Century 21 notamment. Et ensuite, vous êtes occupé de différents pôles pour arriver donc à la tête de Century 21 France depuis 3 ans maintenant. 3 ans, oui. 3 ans maintenant. Comment vous avez démarré dans l'immobilier? C'était une passion que vous aviez, l'immobilier, ou finalement un petit peu par hasard, vous êtes tombé dans ce marché-là? C'est un peu les deux. Quand j'étais à la piscine, je me suis dit qu'à 23 ans, le corps était en bon état, mais que 20 ans après, il pourrait changer. Et j'ai bien fait de penser à ça, parce que le maillot de bain irait moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je ne suis pas sûr, c'est vrai, encore bien conservé. Bien sûr. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ce métier est confortable, mais tu ne peux pas rester comme ça pendant 10 ans. Donc j'ai commencé à regarder les annonces, et puis je suis tombé sur l'annonce d'une agence qui cherchait un conseiller immobilier. Et j'ai déposé mon CV, et cette annonce était en fait l'agence de Michel Trollet, qui est devenu celui qui a lancé Century 21 en France, donc je l'ai suivi. Donc j'ai démarré à la fois un peu par hasard, et puis en me disant, tiens, ce métier, ça m'intéresse, conseiller les gens, c'est quelque chose de noble. Vous avez raison. Alors, un petit mot quand même sur Century 21. Vous êtes, on peut dire, leader en France de la transaction immobilière. Oui. Très bien placé également pour tout ce qui est gestion locative, donc la location. Et puis, vous vous lancez aussi, on va dire, dans la gestion d'immeubles, donc la copropriété. Un petit mot sur les transactions et sur vos agences. Il y en a combien en France d'agences et combien de transactions ça représente, si on peut donner quelques chiffrages? Le réseau, c'est environ 900 points de vente, 6 000 collaborateurs et un peu plus de 40 000 ventes chaque année, 130 000 lots gérés en gestion locative et 70 000 lots en syndic. Et effectivement, l'objectif, c'est d'amener le réseau vers ces métiers de la gestion du syndic pour avoir 100% du réseau qui fasse tous ces métiers. Pourquoi? Parce que la transaction, ça sature un petit peu, ou vous avez simplement envie de vous développer vers d'autres voies? Non, parce qu'on pense qu'il y a des passerelles entre les métiers et qu'un client qui peut être propriétaire, investisseur, copropriétaire, peut avoir accès à un guichet unique qui est l'agence Century 21. Donc on a trouvé qu'il y avait du sens à faire tous ces métiers parce que les clients ou le client peut être consommateur de tous ces services. Donc autant capitaliser sur les services. Peut-être également que les propriétaires aiment bien la proximité, donc c'est vrai que leur agence du coin, du quartier, qui gérerait la copropriété, ça peut avoir un côté assez sexy finalement, assez plaisant. En fait, l'objectif, c'est d'être à la fois un service qui soit proximité et service personnalisé, adapté à chaque client, où le client puisse effectivement avoir physiquement accès à son agence quand il a un problème à résoudre. D'accord. Alors, le métier d'agent immobilier, si on doit le résumer, ce serait quoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter de PAP, partie particulier, également même les avocats s'y mettent, les notaires, on en parlait tout à l'heure en antenne avec vous. Qu'est-ce qui pourrait définir le métier d'agent immobilier et pourquoi aller voir un agent immobilier, une agence, Century 21 en l'occurrence, pour acheter son bien? Alors c'est quelqu'un qui a déjà l'accès à un stock de biens en vente qu'il a constitué. Et puis c'est quelqu'un qui a une connaissance intime de la zone, que ce soit au niveau des prix, des transports en commun, des services liés à la commune, parce qu'il y est installé depuis généralement assez longtemps. Mais l'agent immobilier, c'est aussi un intégrateur social. C'est quelqu'un qui va faciliter le parcours de vie du client. Et quelqu'un qui est une espèce d'accoucheur d'idées. C'est-à-dire quand on est acheteur, on a un projet, un budget. Le budget, souvent, est le juge de paix par rapport au projet. Et l'agent est capable de faire cheminer le client pour sortir du projet idéal et l'amener vers le projet qui va être réalisable. C'est quelqu'un qui connaissant bien l'immobilier et puis la psychologie est capable d'accompagner quelqu'un dans ses démarches immobilières et puis bien évidemment qui a la compétence juridique, fiscale et financière pour ne pas commettre d'erreurs. D'ailleurs, je crois que vous attachez beaucoup d'importance à la formation
des agents immobiliers. On ne vient pas comme ça agent immobilier un petit peu par hasard ou en tapant simplement à la porte. Vous les formez, vous leur expliquez quel est le métier parce qu'ils ont une responsabilité quelque part. Toute personne qui rentre dans le système en tant que patron d'agence passe effectivement par une formation spécifique au réseau, mais on veut aller plus loin et on est en train de travailler avec les pouvoirs publics sur le sujet. On voudrait imposer aux négociateurs immobiliers, qu'ils soient chez nous ou chez les autres, une formation initiale diplômante. Quelque chose qui impose à toute la profession, à tous les négociateurs, d'avoir une compétence minimum juridique, fiscale, financière pour mieux servir les clients. Nos clients aujourd'hui, grâce à vos chaînes entre autres, arrivent très informés dans les agences. Si en face du client, il n'y a pas un collaborateur formé, l'image est extrêmement mauvaise. Donc on est en train de travailler là-dessus. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du coiffeur. Pour être garçon coiffeur, il faut un CAP pour couper les cheveux. Alors que pour vendre une maison, acheter une maison, on n'exige rien. Donc nous voudrions imposer à cette profession qu'elle exige justement de ses collaborateurs qu'ils aient ce niveau de compétence minimum. Alors on peut faire un BTS quand même en immobilier, il y a des formations qui existent universitaires, mais on peut être agent immobilier sans aucune formation, c'est pas obligatoire aujourd'hui en tout cas par la loi. Il faut distinguer le patron d'agence du négociateur. Le patron, lui, a un niveau d'aptitude qui va dépendre de son niveau d'études avec l'accès à une carte qui s'appelle la carte transaction. En revanche, pour le négociateur, il y a 0 imposition. Et nous voulons étendre la disposition du patron d'agence aux collaborateurs pour que les collaborateurs qui sont aujourd'hui au contact des clients aient cette formation initiale. Donc une licence par exemple de droit ou de maîtrise qui est demandée pour... Moi je parle non pas de compétences ou de reconnaissance, je parle d'aptitude professionnelle. Il faut bien distinguer l'aptitude de la compétence. La compétence, c'est je maîtrise parfaitement mon sujet. Ça serait une centaine d'heures de formation, un tronc commun à tous les métiers, transactions, gestion et syndic, qui porte sur le droit, l'aspect juridique et la fiscalité. Donc une formation vraiment professionnelle. Tout à fait. D'accord. Dédiée à ce métier-là. D'accord. Avec une équivalence qui peut être un peu de droit ou autre chose. Et il en faut toujours un petit peu de droit, vous savez, je suis bien passé pour vous le dire. Un petit mot, même un grand mot, sur maintenant le marché de l'immobilier, c'est ce qui intéresse vraiment tous ceux qui nous regardent. Et en annonçant votre venue dans l'émission, on a reçu pas mal de questions sur le site, experttele.fr. Alors, on va parler du marché immobilier. Déjà, comment est-ce qu'il se porte ce marché immobilier français par rapport à nos voisins européens? On dit souvent que les prix à Paris, par exemple, sont super hauts. Est-ce qu'il y a quand même un peu de marge par rapport à d'autres capitales qui sont encore plus chères au prix du mètre carré? Ou est-ce qu'on est vraiment arrivé à la saturation des prix et donc forcément une baisse? Alors vous savez, tous ceux qui ont comparé les pays européens entre eux ne sont pas forcément couronnés de succès, si j'ai bien lu ce qui se passait. Il faut bien comprendre que la France a une caractéristique, c'est qu'il y a un déficit chronique de logement d'environ 800 000 d'après la Fondation Abbé Pierre. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne et ce qui est encore moins le cas de l'Espagne. En France, la caractéristique, c'est qu'en plus, quand on fait de la promotion, de la vente de neuf, on vend le programme et ensuite on le construit. Donc, ce qui est construit est prévendu. En Espagne, où il y a eu une crise sévère, on construit et après on vend. Ce qui fait que les Espagnols se retrouvent avec des millions de mètres carrés qui n'ont pas été vendus. Donc en France, déficit de logement, mode de construction qui permet de ne construire que ce qui a été vendu. Et puis, les Français naissent avec une brique dans le ventre. Acheter son logement, ça a du sens. Donc aujourd'hui, le marché est un marché qui corrige. Il corrige d'abord sur les volumes de vente, mais on vient d'un 2011 qui a été historiquement haut en nombre de transactions. Et sur les prix, il y a très peu de tension pour l'instant. Malheureusement, parce que cette absence de baisse des prix fait que les volumes, eux, grippent. Globalement, le marché est alimenté par les gens qui sont des secondo-accédants, des gens qui revendent un logement pour acheter un logement plus grand. Mais comme aujourd'hui, ils ne veulent pas à la fois faire une concession sur le prix de la vente de leur logement et en faire une sur le prix d'achat, le marché cherche un nouvel équilibre avec des disparités fortes entre les types de marchés. Il est évident qu'entre Paris intramuros et la province, on n'a pas les mêmes cycles et puis on a un équilibre offre-demande qui est tout à fait différent. Pour revenir à votre question sur Paris, Paris est un marché qui est effectivement extrêmement élevé, qui est un des plus chers d'Europe. Maintenant, pour qu'il ait ce prix-là, il faut que les gens aient bien voulu acheter et aient pu acheter. Et ils ont voulu et pu, donc le prix aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc l'évolution prévisible de ce prix-là à Paris Moi, je ne vois pas de baisse. Vous voyez pas de baisse? Pas de baisse en 2012, parce qu'encore une fois, à Paris, vous avez un bien en vente pour 50 clients acheteurs potentiels. La différence, c'est qu'on est passé d'un marché de frénésie, où tout le monde voulait acheter quelque chose, à un marché de plus de raison. Aujourd'hui, on revient à des négociations sur les prix de mise en vente. Alors pour les primo-accédants, c'est donc toujours intéressant, malgré tout, d'acheter, de placer dans l'immobilier. On sait que la bourse a, par définition, l'aléa qu'elle connaît. Les autres placements sont un petit peu en baisse, à part certaines valeurs refuges. Mais donc l'immobilier, c'est toujours intéressant d'investir. C'est le conseil qu'on peut donner. J'imagine que vous n'allez pas dire le contraire en tant qu'agent immobilier, mais malgré tout.
Non, la pierre reste la valeur refuge absolue. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est qu'il ne faut pas acheter à n'importe quel prix. Acheter un logement, c'est s'engager sur une durée longue, 10 ans ou 15 ans. Donc il faut bien mesurer les conséquences pour sa vie personnelle de ce type d'acquisition. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'acheter un logement sur 10 ans ou 15 ans, il y a au minimum une plus-value sur le long terme et puis un niveau de rentabilité. Et que dans tous les cas, si on achète pour se loger, acheter son logement, c'est construire une partie de sa vie. C'est le Corbusier disait, c'est le temps de la famille, acheter son logement. Donc quand on peut acheter avec des taux bas, en plus en ce moment à 3,30%, c'est pas complètement stupide de se dire bah oui, je suis propriétaire plus que locataire. J'aime ce côté également symbolique de l'appartement, du foyer. Oui. On ne parle pas que d'investissement, que d'argent. C'est le fait d'avoir sa maison également à soi. Et c'est vrai que c'est pour les Français très important. Toutes les enquêtes le montrent. L'acquisition de son logement, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de projet, une histoire de vie. C'est l'endroit où on met sa famille à l'abri, l'endroit où on construit sa vie, ses souvenirs. Et on est tous attachés à notre logement d'enfance, à notre chambre d'enfance. Donc l'achat d'un logement, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement financier. Un petit mot sur la location, le marché locatif, parce que vous êtes également très bien positionné, je crois deuxième ou troisième en France à Century 21 sur la location. Il y a beaucoup de logements à louer aujourd'hui, ou parce qu'on a également une crise pour trouver un logement lorsqu'on veut être locataire. On fait la queue, il y a 30 dossiers, on a du mal. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer comme ça? Vous pensez que le marché de la location va s'ouvrir un peu? Alors ça dépend où. Si vous prenez Paris pour commencer. Paris c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas de logements qui se construisent à Paris. En 2010, il s'est construit 800 logements neufs dans Paris, 800 logements pour 45 000 ventes dans l'ancien. Vous voyez le déficit, donc on ne produit pas assez de logements. Et dans Paris, il y a un scandale qu'il faut relever, c'est les bureaux. Vous avez plus d'1 million de mètres carrés de bureaux qui ne sont pas occupés, qui sont vides, qui pourraient être transformés en logements. Mais il y a des normes qui sont tellement lourdes financièrement qu'aujourd'hui, ces bureaux restent vides. Tant qu'on n'aura pas résolu en amont le problème de la production de logements dans les zones tendues, Paris en particulier, on aura malheureusement des files d'attente devant les appartements disponibles. Si vous allez à Dijon, où il s'est construit du logement neuf en BBC, basse consommation, d'abord les loyers ont baissé, puis on a le choix. À Paris, on n'a pas le choix. Et trouver un logement, c'est le parcours du combattant. C'est presque du simple au double de la province à Paris en ce qui concerne les loyers. Parfois, c'est assez... Marché de pénurie, malheureusement. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Laurent Raymond d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de Century 21 France, donc transactions, de la gestion locative et puis de la copropriété également. Ce qui est votre... Et même immobilier commercial, on fait aussi un petit peu de vente de café, hôtel, restaurant. D'accord, écoutez, c'est noté, voilà. On viendra chez vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Merci. Et restez avec nous dans un instant, d'autres conseils d'experts sur Expert Télé. À tout de suite.